Merci, chers Congolais, vous tous qui nous suivez de partout. Les sénateurs américains, bien sûr, encouragent le président Félix Tshisekedi d'activer plus l'état des droits. Salue également l'arrestation de Vital Kamerhe et demande aux Congolais de mettre toujours en place des bonnes structures afin d'organiser des bonnes élections également. Et puis nous allons parler du déguerpissement d'Ngoï Kassanji qui tient à tout prix qu'il pourra récupérer sa parcelle un jour ou un autre. Alors aujourd'hui, pouvons-nous parler de l'acharnement ou quoi? Chers Congolais, je reste pour vous Ben Brian, il va essayer de nous en parler. Ben Brian, bonjour. Bonjour Monsieur Stéphane, merci de l'invitation. Ok. Les sénateurs américains encouragent Félix Tshisekedi dans sa démarche, bien sûr, de l'état des droits. Comment vous trouvez ça? Bon, il faut être équilibré, hein. Il faut être équilibré. La déclaration, la lettre des sénateurs américains est un appel, hein, est un appel à consolider les acquis de la lutte contre la corruption, d'une part, mais tout dépend de la manière dont nous, Congolais, nous recevons cela et de la manière avec laquelle nous donnons une certaine suite. Donc la suite que nous réservons à cette lettre américaine définit essentiellement notre position. Dans le concert des nations, dans les relations internationales, entre les pays qui sont partenaires, il y a toujours des recommandations que l'on puisse faire à l'un ou à l'autre. Mais ces recommandations doivent se limiter à n'être que des recommandations et non prendre une forme d'injonction. Dans le cas sous examen, les Américains, ils encouragent l'administration Tshisekedi d'avoir mis en place une sorte d'état de droit, une sorte de justice qui réprime les actes de corruption. Il faut le dire aussi, ces efforts sont encouragés, que ce soit par le Congolais ou même par les étrangers comme les Américains. Le fait, par contre, le fait de donner certaines injonctions sur la marche d'un État pose un petit problème de courtoisie entre nos deux pays. Le fait par exemple d'avoir pris le cas Kamerhe comme un exemple de la lutte contre la corruption, le fait d'avoir cité les enquêtes contre Albert Youma comme une avancée dans la lutte contre la corruption, ces genres de déclarations peuvent friser, peuvent frustrer, ça peut déranger un autre camp politique. Et donc c'est à ce niveau-là que je me rends compte que la déclaration américaine est bien évidemment la déclaration des sénateurs américains, qui est au fait une recommandation aux ambassadeurs. Ils font cette recommandation aux ambassadeurs qui, eux, doivent maintenant ajuster leur politique par rapport à leur politique extérieure par rapport à la République démocratique du Congo. Donc c'est un peu ça l'explication. Maintenant, nous, Congolais, nous ne devons pas prendre ça comme une injonction. Nous ne devons pas nous référer à ce que disent les Américains pour conduire notre pays. Parce que vous savez, comme Georges Clemenceau disait, la liberté c'est d'abord le droit de se discipliner soi-même pour ne pas être discipliné par autrui. Il faut que nous, les Congolais, nous apprenions à être disciplinés, que nous apprenions à mettre en place notre propre justice avec les actes que nous avons à notre disposition, c'est-à-dire la Constitution et les autres lois. C'est à partir de cela que nous arriverons à nous discipliner. Et nous éviterons de ce fait, nous éviterons toute injonction, toute ingérence étrangère. Et donc, pour moi, je vais dire que cette déclaration est un acte diplomatique entre deux nations. Ça n'a rien d'extravagant, ça n'a rien de spécial. Mais la suite que nous, Congolais, nous réservons à cette lettre, par contre, peut poser problème. La suite peut poser problème. Aujourd'hui, est-ce que vraiment les dossiers Kamerhe étaient vraiment un bel exemple au niveau de la justice? Le fait de condamner Vital Kamerhe. Alors, il faut souligner deux choses. La première des choses, c'est que c'est la première fois dans ce pays qu'un haut dignitaire, un haut placé dans le régime au pouvoir, puisse répondre devant la justice. Ça, c'est la première des choses. Vital Kamerhe est partenaire du président actuel au pouvoir. Ils sont dans la coalition Cash. Vital Kamerhe est directeur de cabinet du président de la République. Et ça, jusqu'à aujourd'hui. En tant que c'est pour la première fois qu'un directeur de cabinet du président de la République réponde devant la justice pour des accusations aussi sérieuses. Et on a vu des ministres, des gouverneurs de banque et tous ces hauts cadres défiler devant le juge pour donner leur version de fait. Donc ça déjà c'est quelque chose. Ça c'est la première. Et la deuxième des choses c'est la clameur publique. J'ai envie de dire la façon dont le Congolais ont reçu cette nouvelle.
et même l'image qui a été envoyée au niveau de l'étranger. Pour le Congolais que nous sommes, c'était un signe que finalement personne n'est au-dessus de la justice. C'était un signe que nous pouvons être plus forts politiquement, mais nous ne serons jamais plus forts que la loi. Et donc, de ces deux choses-là, le cas Vital Kamerhe, le procès 100 jours, parce qu'il ne faut pas parler seulement de Vital Kamerhe comme l'ont fait les Américains, le procès 100 jours parce qu'il y a le prévenu Mouima, donc le condamné finalement, M. Mouima qui est condamné. Il y a aussi M. le Libanais qui est condamné, et aussi Vital Kamerhe. Donc il y a 3 co-accusés, et ce n'est pas tout, parce que d'un côté il y a Fulgence Baramos du FONER et celui de l'OVD. Donc le procès 100 jours a amené dans sa cohorte beaucoup de gens. Il n'y a pas que Vital Kamerhe, donc il y a beaucoup de personnes de haut rang qui répondent devant la justice sur ces dossiers 100 jours. Il n'y a pas que Vital Kamerhe. Donc la première des choses que le Congolais ont vu pour la première fois quelqu'un de très haut placé répondre devant la justice, et le Congolais ont accueilli cela comme une victoire du droit sur les personnes. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans un pays des hommes forts, mais dans un pays de la loi qui est forte. Mais entre-temps, son parti politique ou sa famille politique fait allusion à un procès politique, un règlement des comptes, et une question tout simplement de nuire à Vital Kamerhe. C'est ça aussi un autre problème. Vous n'avez pas tort de le dire, et ça c'est tout à fait normal. Et vous êtes conscient de ce que j'ai dit, puisque c'est ce que fait son parti politique. Oui, mais justement, quand on est partisan, quand on est membre d'un parti politique, on soutient, et malheureusement dans notre pays, on soutient même aveuglement les leaders de partis politiques. Donc, effectivement, la justice est le dernier rempart. Lorsqu'un Congolais se sent lésé, lorsqu'un citoyen se sent lésé, il va à la justice. C'est ce qui a été fait. L'État congolais, donc la République, a porté plainte parce qu'il y a eu détournement. Elle a porté plainte contre les personnes impliquées. C'est-à-dire que le procureur a ouvert une action en justice. Et Vital Kamerhe et le co-accusé ont été condamnés au premier degré. Maintenant, ils ont la possibilité. Ils vont user aussi de leur droit de faire appel devant les juridictions compétentes. C'est-à-dire que si vous vous sentez lésé, si vous pensez que votre leader est accusé à tort, on va où? On va à la justice. Donc, je crois que c'est aussi une expression démocratique. Ils ont préféré la rue pour réclamer la libération de leur leader. Oui, mais ils sont aussi en justice parce qu'ils ont introduit des recours et des appels. Donc, ils sont aussi en justice, ils sont aussi dans la rue. C'est aussi ça, l'expression démocratique. Et donc, cette expression démocratique continue et je ne pense pas que nous devons nous plaindre pour ça. Donc, merci. Et lorsque sa formation politique tient à tout prix que Vital Kamerhe était un condamné politique, est-ce que vraiment il a tort? Écoutez, je ne veux pas, même si Vital Kamerhe a été déjà condamné au premier degré, je ne me permets pas de commenter une décision de la justice congolaise. Nous avons fait le choix d'être dans un état de droit et dans lequel nous voulons faire confiance à notre justice. De ce point de vue-là, les gens peuvent toujours être frustrés. Vous savez, lorsque vous êtes du côté de l'accusé, lorsque vous êtes du côté du condamné, vous ne pouvez jamais être content, vous ne pouvez jamais vous satisfaire d'une décision de justice. Donc, il y a toujours ce remords-là, il y a toujours... mais bien évidemment, je vous ai dit que c'est la démocratie. Dans la démocratie, il y a aussi ça. Le fait de dire que c'est un condamné politique, justement, c'est leur droit et le plus légitime. Mais je crois que nous devons avoir un minimum de respect pour la justice et pour les décisions qu'elle rend au nom du peuple congolais. Parce que vous savez que les décisions de la justice sont rendues au nom du peuple congolais. Si on partait loin avec notre réflexion, on peut dire que les États-Unis seraient derrière la condamnation de Kamerhe pour l'éliminer peut-être politiquement et préparer 2023 pour Félix en paix. C'est tendancieux, c'est hasardeux même, j'ai envie de dire. C'est tendancieux de dire cela comme ça. Mais ça dépend de quel côté nous nous tenons. Ça dépend de quel côté nous nous tenons. Si vous voulez vraiment que l'on fasse une analyse objective de la situation, moi je vous dirais que non. Mais si vous voulez maintenant qu'on aille dans des supputations politiques, qu'on aille dans dans une réflexion autre que celle qui soit objective, vous savez, les États-Unis, je ne sais pas si les États-Unis ont vocation de baliser le chemin pour tel ou tel autre candidat.
et même si c'était le cas, je ne pense pas que Vital Kamerhe serait la personne qui devrait faire face à Félix Tshisekedi. Moi, je peux vous dire ce que je pense. Vital Kamerhe est un politicien et pas n'importe lequel. Vital Kamerhe n'acceptera pas ou n'accepterait pas de se confronter à Félix Tshisekedi en 2023, sachant que Félix Tshisekedi est le président en exercice. Et regardant le bilan de Félix Tshisekedi, il douterait d'affronter Félix Tshisekedi aux élections. Donc je ne pense pas. L'accord de Nairobi, parce que c'est à ça qu'on fait allusion, l'accord de Nairobi promettait à Vital Kamerhe d'être le Premier ministre. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Vital Kamerhe ne l'a pas été, par la force de choses, à cause du fait qu'ils n'ont pas la majorité au pouvoir, au Parlement, mais aussi à cause du fait que Vital Kamerhe est très flexible. Comme très bon politicien, il est très flexible, il sait qu'est-ce qu'il faut faire et quand est-ce qu'il faut le faire. Il ne faut pas penser que Vital Kamerhe serait aussi, je sais pas moi, il serait aussi ambitieux jusqu'à aller à s'opposer à Félix Tshisekedi, qui est le président en exercice, s'opposer à lui aux élections de 2023, du moment qu'ils sont partenaires. Je pense que ça serait faire fausse analyse. Revisitons un peu avec projecteur le procès 100 jours. Vital Kamerhe et consort, vous aviez suivi de près ces procès. Est-ce que Kamerhe était condamnable? C'est une question difficile. Il faut signaler aux téléspectateurs que je ne suis pas juriste, d'abord, pour commencer. Et puis, de deux, le jugement. Le jugement est rendu par les juges seulement les juges qui composent les jurys de ce dossier-là. Et ce sont eux qui rendent le verdict avec, bien évidemment, avec foi de la loi. C'est-à-dire qu'ils se basent sur la loi pour rendre leur jugement. Nous avons suivi le procès 100 jours. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'on puisse nous sortir une preuve matérielle d'un détournement. Parce que le détournement est différent d'un crime. Okay. Et même dans d'autres cas, le crime ne s'éprouve pas forcément par une évidence matérielle. Et donc le détournement, on peut le prendre comme quelque chose de subjectif. Les détournements, en gros, c'est quoi? C'est le fait de prendre une somme allouée à une chose et en faire une autre chose. Rien que ça, c'est un détournement. Si l'argent était destiné à construire de maisons préfabriquées et que l'argent n'a pas servi à construire de maisons préfabriquées, ça peut déjà se concevoir comme un détournement. Mais on a vu que dans le cas, dans le procès 100 jours, il n'y avait pas que ça. Et on a vu, bien évidemment, qu'il y avait tripatouillage du contrat avec Samibo, les maisons préfabriquées. Il y avait surfacturation. Il y avait deux problèmes. Mais je ne sais pas dire si tout cela incombe à Vital Kamerhe ou pas. Mais seulement je constate que la Cour et que la juridiction compétente a pris une décision de justice. Et moi, en tant que patriote congolais, républicain, démocrate, je ne peux que me plier devant cette décision de justice. Maintenant, c'est impossible de plaire à tout le monde. Donc il faut accepter cette décision de justice telle qu'elle est. Et maintenant, s'il y a de preuves contraires, c'est à la partie du prévenu, à la partie de Vital Kamerhe de présenter ses preuves pour un probable acquittement, ce qui est encore possible. C'est encore possible que Vital Kamerhe soit relâché? Oui, c'est possible, bien sûr que c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Nous sommes là, nous ne sommes pas dans un théâtre, nous sommes là dans une affaire judiciaire. Preuve à l'appui, pièce contre pièce, comme les gens veulent le dire. On peut démontrer que Vital Kamerhe n'est pas impliqué et qu'il sera relâché. Et tout peut aller dans tous les sens. Il ne faut pas oublier qu'après un appel comme ça, il y a même possibilité, parce que Vital Kamerhe a été condamné à la peine maximale. Il y a possibilité qu'on revoie sa peine, il y a possibilité qu'on la quitte, il y a possibilité qu'on maintienne le jugement tel qu'il est rendu. Donc, ce que viennent de faire bien sûr le sénateur américain, pouvons-nous qualifier ça d'interpellation aussi à l'endroit de nos dirigeants ou de pression? Oui, c'est une interpellation à l'endroit des dirigeants congolais. C'est une interpellation, mais par contre, c'est une interpellation qui fait office de pression. Parce que nous savons comment ça fonctionne ici. Ils ont fait une interpellation parce que pour eux, ils ont justement de raisons de formuler ces recommandations-là. Mais
Nous, chez nous, je vous disais tantôt que la manière de recevoir cette déclaration détermine ce que nous sommes vis-à-vis des Américains. Cette déclaration n'est en réalité que de recommandations qui ne sont pas des injonctions. Mais nous, Congolais, nous pouvons faire de cela des injonctions. Dans la mesure où j'ai vu un politicien congolais sur les réseaux sociaux, bien évidemment, et je n'ai pas hésité de le recadrer, j'ai vu ce politicien congolais qui exultait, qui était content du fait que les Américains aient utilisé, selon lui, un ton dur envers le pouvoir en place. Ça me met mal à l'aise de penser que au jour d'aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, nous restons encore dépendants de la pression extérieure et du ton qu'utilisent les Américains. C'est manquer du respect aux pères de l'indépendance, c'est manquer du respect à tous les citoyens congolais qui se battent pour la souveraineté de ce pays. Donc, pour moi, ce ne sont pas des injonctions, ce sont peut-être des recommandations, mais qu'il faut équilibrer, qu'il faut, n'est-ce pas, appliquer dans sa juste valeur et qu'il faut considérer dans la mesure, toute mesure considérée. Je vais vous donner un exemple. Vital Kamerhe aujourd'hui est en prison. Mais est-ce pour autant que les détournements sont finis en République démocratique du Congo? En réalité, ce n'est pas un problème. Donc, c'est là que je vous disais que le fait de citer, d'épingler Vital Kamerhe, Albert Youma, ça peut friser une certaine opinion. Parce que Vital Kamerhe n'est pas l'incarnation du détournement. Youma n'est pas l'incarnation du détournement. Il y a encore dans ce pays, et aujourd'hui vous connaissez le cas de la gestion du coronavirus, parce qu'on en parle aujourd'hui. L'inspection générale de finances est mise à contribution. Donc les détournements ne se limitent pas à Vital Kamerhe ou à Albert Youma, ça continue. Et donc il ne faut pas caricaturer les choses, il ne faut pas personnaliser le problème. De ce point de vue-là, vous remarquerez que les Américains, je vais dire, ont tout faux. Pour eux, le problème congolais se résume à telle personne, il faut aller plus loin, arrêter celui-là. Non, ce n'est pas ça le vrai problème. Et aujourd'hui, nous avons l'impression qu'Henri Yave Moulang ne veut pas se présenter devant la justice. Peut-être ça. Pourquoi? Il a été plusieurs fois invité, oui. Mais il ne se présente pas. Et il n'est pas le seul. Beaucoup des directeurs de la DGDA, ils ne se sont pas présentés non plus. Ils ont défié la justice. Et on parle de ça, justement. C'est un défi, c'est un déni même de justice. On est en train de défier la justice et personne ne veut en parler. Henri Yave Moulang défie Félix ou qu'est-ce que j'ai dit, défie la justice? Oui, vous faites bien de vous reprendre. La justice, mais vous savez que la justice a le pouvoir, la latitude de réquisitionner la force publique. C'est-à-dire qu'on peut réquisitionner la police, le service de renseignement pour aller appréhender, pour aller capturer M. Henri Yave. Mais si ce n'est pas fait, on se demande encore. Il est protégé par Yémé. C'est qui Yémé? Mais on parle de Yémé, quand on parle de Yémé, on voit l'homme de Kingaka, sinon toi tu ne sais pas. Tu vis où? En RDC ou en dehors de la RDC? Est-ce que quelqu'un, un individu congolais a le pouvoir de protéger un autre Congolais devant la justice? Je ne pense pas. Si tel est le cas, il y a de raisons de craindre. Mais je pense que ce n'est pas le cas et je pense que vite, il faut que la justice s'impose et il faut que l'État prenne son primat sur les individus. Deuxième dossier de cette émission, qu'en pensez-vous, chers Congolais? Ngoïka Sanji est sorti de son silence aujourd'hui, il a tenu un point de presse. Il a réagi devant les chevaliers de la plume du micro pour dire qu'il est en train de subir de l'acharnement politique, ça c'est de 1, de 2. Il pense qu'il pourra récupérer toujours sa résidence de l'avenue Roi-Baudouin, du fait qu'il dit qu'il a tous les documents possibles. Vous avez suivi également, ensemble avec nous, ou comme nous, le déguerpissement d'Alphonse Ngoïka Sanji et les agitations non maîtrisées de sa fille Christelle, qui est encore députée provinciale. Et aujourd'hui, on nous parle qu'elle serait aux arrêts. Comment vous analysez ce dossier? Justement, je vais commencer par condamner l'attitude irresponsable de Madame Christelle Ngoï. Cette attitude est d'autant plus condamnable que quand une certaine classe
quand vous êtes député provincial soit-il, vous devez renfermer certaines valeurs. Et ça n'a pas été le cas dans les dires ou dans les paroles, vous l'avez dit, dans les émotions, dans les agitations de Madame Christelle. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus. C'est une histoire qui n'apporte que très peu à la nation congolaise. Maintenant, parlons de cette histoire de justice. Ce que je condamne dans tout ça, c'est le fait que les sénateurs, Ngoï Kassange est sénateur, que je ne me trompe pas, il est député. Il est sénateur. Voilà. Honorable Ngoï Kassange, monsieur Ngoï Kassange, est en train de faire ce qu'on appelle de la politisation. Le fait qu'ils disent qu'il vit un acharnement et le fait qu'ils indexent, c'est-à-dire lui, Ngoï Kassange, sa famille, y compris sa fille, le fait qu'ils indexent le pouvoir actuel, c'est-à-dire le pouvoir de Félix Tshisekedi, dans cette histoire, ça prouve à suffisance qu'ils sont en train de faire de la victimisation et de la politisation. Cette affaire des justices date de belle lurette. Cette affaire en justice contre Gabriel Mokia, le jugement a été rendu depuis 2018. Et en 2018, Tshisekedi n'était pas président de la République. En 2018, les avertissements ont été déposés à cette même résidence de Ngoï Kassange, lui donnant un délai pour quitter la résidence. Ngoï Kassange s'est entêté. Le pouvoir qu'il avait politiquement, vous n'oubliez pas que c'est l'ancien gouverneur de la province du Kasaï oriental, est très proche de l'ancien régime, c'est-à-dire très bien placé dans l'ancien régime, et proche de Kabila, le président Kabila. Il a usé de ce pouvoir-là pour se maintenir contre la loi, contre le jugement rendu. Il a usé de ce pouvoir-là, de cette position politique, pour se maintenir dans cette parcelle. Et Gabriel Mokia, qui était à son face-à-face dans ce dossier, n'a pas résigné sur le moyen, il n'a pas faibli, il a continué en justice. Et aujourd'hui, c'est une décision de justice déjà rendue qui est en train d'être appliquée. Dire maintenant que c'est un acharnement politique, pour moi, c'est de la victimisation, c'est de la politisation et au pire, ça relève d'une certaine immaturité de la part de la personne qui est en train d'agir de cette façon-là. Et donc, je pense, moi, sincèrement, qu'il est sérieusement temps que de part et d'autre, que les gens se reprennent. Et comme vous le savez, la justice a fait son travail. Il ne faut pas politiser les choses parce que sinon l'opinion, la nation congolaise n'y gagnera pas grand-chose. Et concernant sa fille, Christelle, comment vous trouvez? Pourquoi l'arrêter? Puisqu'il a demandé, il a présenté ses excuses. Bon, en droit, on dit que les excuses n'arrêtent pas l'action judiciaire. Et ça, c'est vérifié, c'est vérifiable. Cette action judiciaire a été lancée par le procureur qui s'est saisi automatiquement de l'affaire. Donc, il n'y a pas eu plainte ni de la part de la première dame, ni de la part du président de la République. Donc, c'est le parquet qui se auto-saisit. Et alors, il faut que le parquet s'auto-dessaisisse en quelque sorte, si il faut que cette action s'arrête. Donc, du point de vue de droit, les excuses n'arrêtent pas une action en justice. Par contre, moi, je ne pense pas que nous devons à ce point, je ne veux pas dire dramatiser, parce que ce que la dame a fait est assez grave. S'en prendre à la première dame, à son mari, le président de la République, sans aucune raison, pour une affaire dans laquelle ils ne sont pas impliqués, ni de loin ni de près, pour moi c'est assez grave. Par contre, je pense qu'il y a des choses qu'il faut minimiser le plus possible. La première dame a assez de hauteur, elle est au-dessus de la mêlée. Je ne pense pas qu'elle devrait ou que la justice devrait l'impliquer parce que ça va coller à la première dame. Même si ce n'est pas la première dame qui a porté plainte, on aura toujours l'impression que c'est la première dame qui a traduit en justice cette dame qui est Madame Christelle. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut abandonner cette procédure en justice. Il faut ignorer cette dame, d'autant plus qu'elle s'est excusée, mais en justice ça ne vaut pas, mais en tant qu'humain, en tant que Congolais compatriote, il faut dessaisir la justice de cette affaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Qu'en pensez-vous? Il s'agit, pire qu'est-ce que je dis, Ben Brian était notre invité, alors on a eu à parler avec lui de deux thématiques très importantes et que Dieu bénisse la RDC. À très bientôt.